Eh ben, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment d'être parmi nous ce soir pour cette masterclass Voyage autour des mondes. On a imaginé du coup cette masterclass toutes les 5 ensemble afin d'essayer de vous donner un peu les grandes étapes et les billes pour créer son univers. Donc on espère en tout cas qu'à la fin de cette masterclass, vous aurez plus d'informations sur comment créer votre propre univers pour après chez vous nous en créer plein. Donc du coup, on va commencer par une présentation des intervenantes. Hop. Alors tout d'abord, Eve Benaïm, donc tu es géographe de formation et actuellement tu travailles à Ubisoft pour aider notamment les créateurs et créatrices dans la création de leur univers en leur apportant donc, tes connaissances en géographie mais plus largement en sciences humaines. Ensuite, Catherine Dufour, tu es autrice de science-fiction et aussi informaticienne. En 2001, tu publies ton premier roman Blanche-Neige et les lance-missiles. Puis après, il y a eu énormément de romans qui ont été publiés. Tu participes notamment depuis 2018 au projet Bright Mirror, qui cherche à libérer les imaginaires positifs pour contrebalancer en fait avec les dystopies ultra populaires qu'on peut avoir aujourd'hui. Et tu es notamment aussi chroniqueuse au Monde diplomatique et tu as cofondé le collectif Zanzibar avec d'autres auteurs et autrices de science-fiction. Ensuite, nous avons Morgane et Diane parmi nous, qui sont toutes les deux cofondatrices du studio NEB. Donc Morgane, tu es notamment storyboardeuse en cinéma d'animation, mais aussi autrice de BD, réalisatrice, directrice artistique. Et avec Diane, vous travaillez entre autres à l'adaptation en bande dessinée du projet, enfin du livre La Horde du Contrevent de Damasio. Et Diane, quant à toi, tu es donc aussi scénariste et productrice. Tu as fait plutôt des études littéraires initialement. Et tu es aussi, comme Morgane, enseignante donc, à Sciences Po Grenoble, mais pas que, à l'école Brassard et intervenante à la Sorbonne. Avec vous aujourd'hui, on va essayer de rentrer dans ce qu'est la possibilité de créer son propre univers. Donc on vous a posé une petite question en début de cette masterclass pour savoir, d'après vous, qu'est-ce que vous évoque le world building. Donc Quentin, je veux bien voir les réponses. Merci beaucoup. Ok. Alors, création, univers, cohérence, imaginaire. D'accord. Morgane, est-ce que tu veux bien commencer les hostilités et puis nous dire, d'après toi, ce qu'est le world building en t'appuyant ou pas d'ailleurs de ce nuage de mots? Oui, alors je suis la personne la moins dans l'écriture ici, mais du coup, ouais, moi je rebondirais plutôt sur création et imaginaire, parce que finalement c'est donner forme à un univers en partant de rien. Parfois un univers qui peut être très proche d'une autre, parfois extrêmement différent. Et finalement, ça va impliquer le travail de tout un collège de personnes, en tout cas dans le cadre des créations audiovisuelles ou visuelles. Aussi bien les scénaristes que les concept artistes. Voilà. Merci. Eve, est-ce que tu veux rebondir? Ok, allô? Ah oui, pardon, excusez-moi. Alors, si je devais rebondir sur un mot, je pense que je prendrais cohérence. Moi, ce que j'apprécie particulièrement quand je découvre des œuvres de fiction et des univers à explorer, c'est vraiment le fait qu'il y ait comme une espèce de logique, non seulement propre à l'univers, mais en plus à chacun des éléments en fait, au sein de cet univers-là, que les choses se répondent entre elles, qui est une sensation d'interaction entre les différents éléments qu'on est amené à rencontrer. Moi, c'est quelque chose qui me donne l'impression que, par exemple, un jeu interagit avec moi. Et c'est pareil pour une BD, un livre. Donc c'est vrai que pour moi, c'est je dirais le terme qui ressort le plus. Merci. Diane? Ouais, je vais choisir représentation. Parce que pour moi, le world building, en fait, c'est proposer une grille de lecture aussi du monde, donc d'un monde fictif ou de notre monde. Beaucoup d'univers de fiction servent à parler de notre monde réel.
et donc influe sur nos représentations. Donc c'est pour ça que je trouve intéressant ce mot-là. Merci beaucoup. Et Catherine? Allô? Oui. Moi, ça va être le mot logique, hein, puisque je crois que ce qui est important, c'est on a tous beaucoup d'imaginaire, mais ce qui est important, c'est d'ordonner le chaos de cet imaginaire pour pouvoir y croire et pour aider à la suspension d'incrédulité, pour pouvoir plonger dans cet univers et se dire qu'on pourrait évoluer soi-même. Merci beaucoup. Bah justement, on va plonger dans cet univers. Est-ce que Quentin, tu peux revenir sur la présentation, s'il te plaît? Et du coup, on va commencer avec les premières étapes quand on s'attaque à la création de son univers. Morgane, je vais commencer avec toi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est le corps concept, cette notion très chère à... Je vais te passer la balle directement, Diane. Ouais, c'est mon petit... Ma petite lubie, le core concept, en fait, c'est une notion qu'on utilise beaucoup en scénario, en world building, qui consiste à identifier en fait qu'est-ce qui fait le cœur. Donc c'est core, C-O-R-E en anglais. Donc ça représente le cœur ou la moelle de l'univers en question. Et c'est un concept, par exemple, on voyait Matrix tout à l'heure. J'adore Matrix. Dans Matrix, le cœur concept, c'est la matrice. Et autour de ce concept de base, va se décliner en fait toute la logique, justement la logique de l'univers. Et le core concept, il participe à ce sentiment de cohérence aussi. On travaille, comme tu l'as dit, sur la Horde du Contrevent. Dans la Horde du Contrevent, le core concept, c'est le vent, précisément. Voilà, le développement qu'on a fait dessus. Et donc, c'est, je pense, une notion centrale. On peut le rester sur la Horde, peut-être. Voilà, je pense que c'est hyper intéressant de partir de cette notion de corps concept si on veut construire un monde, parce que ça va créer du sens aussi, de la cohérence et du sens. Est-ce que Ève ou Catherine, vous avez envie de rebondir là-dessus? Oui, globalement, une histoire, c'est souvent on a une idée et on va se démener pour donc ce qui tient lieu de corps concept. Moi, je vois ça plutôt comme un morceau de bois. Il faut trouver par quel bout l'attraper et comment le sculpter. Et c'est vraiment cette idée qui va définir toute l'ambiance, toutes les actions pour la magnifier et permettre au lecteur ou à celui qui joue aux jeux vidéo ou celui qui lit la BD d'y participer. Pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que selon moi, il y a vraiment une notion d'intention qui est très importante en fait dans la création d'univers, de monde. Alors là, je convoque un petit peu moins mon expérience à Ubi et plus mes expériences personnelles, c'est vrai, de développement de projets, d'histoires, de choses comme ça. Mais c'est vrai que selon moi, il est très important d'avoir de l'intention dans les différents éléments qu'on place, dans la manière dont on choisit de les amener et d'essayer de faire en sorte que cette intention finalement soit orientée dans peut-être la vision qu'on a de ce qu'on veut raconter, tant du point de vue de l'action, de l'intrigue, que aussi juste des sentiments qui nous animent quand on raconte une histoire et qu'on aimerait transmettre aux autres personnes aussi. Et du coup, je finirai juste en disant que c'est aussi ce qui va donner finalement une coloration, une forme à tout ce qu'on va développer dans cet univers-là, aussi bien sur le plan du scénario, mais aussi évidemment sur tout le volet visuel. Le core concept, il est partout, en tout, c'est vraiment la moelle du world building. Merci beaucoup. Si on continue après, on a décidé quelle était notre thématique, notre core concept, ce qui a animé notre création d'univers. Il me semble qu'il y a aussi une certaine notion, pas notion, mais plus trois choses à avoir en tête, les trois piliers, terre, peuple, technologie. Est-ce que, Morgane, peut-être tu veux rebondir sur ces trois piliers-là? Directement, éternellement dans ce sens-là. Tu compléteras après. Oui, comme c'est moi la plus scénariste des deux. Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé quand on a préparé cette masterclass, que c'est vraiment un peu les trois volets à avoir en tête, disons, quand on attaque un univers. C'est voilà,
quelles sont les règles de cet univers au niveau physique, quel est l'environnement, qui vit là, et les technologies, ça peut être de la magie aussi. Comment ces êtres vivants, alors ça peut être des humains, ça peut être autre chose, qu'est-ce qu'ils utilisent comme technique, technologie, magie, voilà, ou peut-être simplement un art de la chasse, si c'est même des animaux, enfin j'en sais rien. Même, je pense que les technologies c'est quelque chose de très large, mais ouais, c'est un peu 3 piliers importants qui vont dessiner les contours et qu'il faut avoir toujours à l'esprit. Et qui vont aussi découler du corps concept qui va leur donner une forme, un sens. Ils vont tous incarner d'une certaine manière ce concept au centre de tout. Et je crois que c'est toujours en relation avec ce qu'on connaît déjà. C'est-à-dire que soit on est sur la planète Terre, soit sur une autre planète, mais en référence à la planète Terre, soit on fait agir des êtres humains ou alors des plus petits êtres avec des pieds poilus ou des beaucoup plus grands, mais c'est toujours en référence à ce qu'on connaît déjà. Personne pour le moment n'a raconté l'histoire du nuage de gaz X où les formes de vie évoluent sous forme de cristaux. J'ai essayé dans une nouvelle, mais c'était compliqué. Hein. Je pense que, alors, mon expérience avec ça, c'est, je viens de la géographie, donc moi fondamentalement, je reste une géographe, et c'est une discipline qui n'est pas forcément hyper connue, en fait, on va dire du grand public français, parce que, pour beaucoup, c'est un peu on va dire le volet art plastique de l'histoire, ce qui est vraiment une réduction terrible à vivre en tant que personne qui s'intéresse à la géographie. Mais en gros, ça consiste c'est vraiment une étude une science qui vise à comprendre en fait les différentes couches qui composent l'univers et le monde tel qu'on le connaît autour de nous. Donc par exemple, il y a des géographes qui vont s'attacher à des questions liées à la géologie, à la géomorphologie, c'est-à-dire pourquoi les montagnes, les vallées, tout, elles ont cette forme-là. Il va y avoir des géographes qui vont s'attacher à la biodiversité qui va habiter là. Ça va être les végétaux, les animaux. Ça peut être aussi, pourquoi pas, je sais pas, l'eau. Ça peut être voilà, tous ces éléments-là, l'érosion. Ensuite, on va avoir des personnes qui vont étudier les personnes qui peuplent ces endroits. Donc ça va être vraiment comment est-ce qu'on construit peut-être des villes, comment est-ce qu'on fait société, qu'est-ce que l'être humain fabrique ou pas, quels endroits il investit ou pas. Et ensuite, va y avoir un peu cette dimension conceptuelle, c'est-à-dire nous, en tant qu'être humain, quand on imagine ces différents espaces et ces différents phénomènes, qu'est-ce qu'on y pose dessus, quelles idées on va ajouter à tout ça. Il va bien sûr aussi y avoir la question de comment tous ces phénomènes interagissent entre eux. Hein. Par exemple, quand on s'attaque à la question de la gestion du risque naturel, typiquement, en fait, on prend un phénomène naturel, mais on s'intéresse à comment est-ce qu'il va impacter des gens, en fait, de manière très concrète, ou des trucs qui leur appartiennent. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est une approche qui est hyper intéressante quand on essaie de construire des mondes, parce que fatalement, elle invite à se poser cette question alors, j'ai plus l'ordre exact des mots que tu disais, mais c'était... Terre, peuple et technologie. Exactement, ouais. Dans le rapport terre, peuple, ça technologie... représente exactement les couches que tu as décrites, qui sont effectivement voir le monde minéral, végétal. Il y a beaucoup de réponses, quoi. Voilà. Et effectivement, c'est un peu cette notion que quand tu crées un univers fictif, tu écris un petit peu l'encyclopédie de ton monde sous tous ses aspects, et donc comme un scientifique en fait ferait une description objective du monde, mais on peut s'y perdre parfois, hein, parce que les scientifiques ils n'ont pas fini de décrire notre monde. Hein. Non. Donc un monde fictif. Et justement, Ève, je voulais savoir comment tu permettais quelle place prenait la documentation, donc tout type de documentation, dans le travail de création, notamment pour toi d'un jeu vidéo, mais on y reviendra d'une autre manière avec l'adaptation de la Horde, parce que c'est une forme de documentation et dedans vous avez dû... dès que Ève, après, comme ça on pourra mettre la bonne annonce. Du coup, vas-y Ève. Alors du coup, je pense que ça dépend à nouveau de l'intention de chacun des projets avec lesquels on travaille et aussi forcément du volume de personnes qui travaillent sur le projet en question. Donc si on prend par exemple le travail que je peux effectuer à Ubisoft, en gros, notre travail consiste à vraiment apporter du soutien sur toutes les questions de sciences humaines et naturelles vis-à-vis des productions. Et donc, en gros, apporter des références en histoire, géo, en sciences humaines, en sociologie, etc., autant que les équipes en ont besoin. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a un peu cette question de chaque projet a son propre
degrés finalement d'authenticité auxquels ils souhaitent adhérer. Et c'est à nous de faire un peu preuve aussi d'empathie pour essayer de comprendre à quel degré, en gros, est-ce que chaque équipe a envie de mettre son propre curseur, et ensuite d'adapter, nous, la manière dont on va les nourrir. Parce qu'en fait, peut-être qu'il n'y a pas forcément besoin d'être hyper authentique pour aller au bout de certaines histoires. Alors parfois, c'est très intéressant, ça fait des settings passionnants. Et puis parfois, il y a des histoires qui racontent juste d'autres choses ou qui empruntent un petit peu et puis pour qui c'est suffisant pour se nourrir. Donc pour nous, il va vraiment falloir un petit peu doser à chaque endroit à ce moment-là. Et puis après, c'est vrai que pour les projets un peu plus perso sur lesquels je peux consacrer du temps, moi, fatalement, comme c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui me passionne, je pense que de facto, en fait, ça anime un certain nombre de mes centres d'intérêt. Alors là, c'est un exemple de la Game Jam d'Arte. Donc vous pouvez voir que j'ai un peu bassiné tout le monde, je pense, à un moment donné, mais gentiment. En fait, pour cette Game Jam, on était parti sur l'idée de créer un espèce de jeu d'horreur. Voilà. Donc une game jam, pour revenir très rapidement sur ce que c'est un concours de fabrication de jeux vidéo dans un temps très réduit. Donc on a très très peu de temps pour essayer de réfléchir aux choses, et c'est pour ça qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, par exemple, à consacrer à de la recherche comme ça. Nous, on était parti sur un jeu d'horreur parce que le thème c'était miroir, et on voulait un petit peu explorer l'idée derrière le jumpscare dans le miroir que tout le monde connaît. Donc quand on voit dans un film quelqu'un qui surgit derrière un personnage dans un film, nous on est parti sur le côté inverse, et dans notre jeu en fait on incarne le monstre, et notre objectif c'est de se faufiler derrière la personne qu'on vient effrayer. Voilà. Donc on était parti sur cette idée, et en fait ça a posé toute une question de design qui était, en fait on est obligé de faire un petit peu une maison couloir, puisque sinon ça devient très compliqué à designer pour continuer d'apparaître en gros derrière la personne. En même temps, alors ça a posé plein de questions de caméra, puisque évidemment le miroir il devient tout petit dans la perspective, hein. Sinon si c'est une toute petite salle de bain, en fait il n'y a pas de jeu. Donc on a dû mettre d'autres caméras, etc. Ça, c'est les développeuses de l'équipe qui ont fait ça et qui sont très fortes. Et alors, voilà, moi, j'avais ma modeste contribution à l'échelle du level design dans ce projet était un petit peu d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut agencer finalement ce genre d'habitation, de quelle manière on peut la rendre cohérente. Et en fait, c'est en tombant sur la documentation sur ce qui s'appelle les gunshot house, qui est un type en fait d'habitation qui existe à la Nouvelle-Orléans, et qui est en fait des maisons toutes en enfilade. Elle s'appelle comme ça parce que l'idée, c'est que si vous tirez une balle depuis la porte d'entrée, elle ressort par le jardin. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, et vous pouvez vous renseigner, hein, c'est très fascinant. Moi j'ai pas eu trop le temps puisqu'on n'avait que 48 heures du coup pour faire ce jeu, mais dans la pratique voilà, on s'était renseigné un peu là-dessus, et ça a donné de la matière en fait à réfléchir sur comment est-ce que du coup on agence chaque pièce. On s'est un petit peu ça a enrichi en fait vraiment le dialogue et la discussion sur comment est-ce qu'on veut s'inspirer ou pas de ces différents éléments, et en fait partant de là c'était un bon moyen de commencer à imaginer le level design et l'univers qu'on allait raconter avec ce projet pas très rapide mais très intense. Voilà. Merci. Est-ce que, Catherine, tu t'aimerais rebondir là-dessus ? Sur la documentation ? Oui, alors la documentation, si vous voulez écrire, que ce soit des scénarios ou des livres, des BD, méfiez-vous-en. La documentation consiste à moissonner des mots, et ça, c'est facile. En tout cas, c'est toujours beaucoup plus facile que de les écrire, parce que les écrire, c'est plutôt un travail de fouissage, hein, c'est plutôt un travail avec sa charrue. Donc c'est tellement facile de se laisser capter par la documentation, de se laisser ensevelir la documentation comme dans un bain chaud, et de ne jamais passer au dur travail de labourage. Donc un des premiers conseils vis-à-vis de la documentation, c'est qu'à un moment, il faut arrêter, il faut la lâcher. Il faut se lancer dans l'écriture, et comme dans une eau froide, voilà. C'est conseil d'amis. Une fois, je me suis fait ensevelir sur la documentation. Je travaillais sur un groupe de paysans des Carpates en l'an 632. Il fallait que je trouve des prénoms, et je me suis vue partant à l'ambassade des Carpates pour aller explorer leurs archives. Et je me suis dit non, tu arrêtes tout de suite. Et je suis passée à l'écriture. C'est un piège, la doc, vraiment. Donc, faire attention à la documentation, on retient. Merci, Catherine. C'est vrai qu'en plus, avec Internet aussi, il y a quelque chose qui s'est accéléré. Peut-être toi, tu as vu la transition, mais il y a un truc où on peut facilement se perdre. Et en même temps, Internet, bon, ça peut être parfois un peu superficiel sur certains aspects, mais il y a quand même énormément de choses. Ça dépend des sujets, mais ça permet parfois d'aller sur des choses de niche très, 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 très précises. Parfois, on s'étonne soi-même, et on efface son historique. Mais ouais, la documentation, on peut revenir peut-être ici sur la valise après, si tu veux. Sinon, je reprends la parole.
Non, mais j'allais dire que sur la Horde, c'est vrai qu'on est allé assez loin. Enfin, on voulait vraiment s'immerger dans ces notions du vent, de l'aérodynamisme, etc. On a eu un conseiller scientifique vraiment, enfin, tout un tas d'ateliers avec des scientifiques qui nous ont parlé du vent sur tous ces aspects, notamment des géographes qui nous parlaient de conditions de vie en milieu extrême, de comment on agence des habitations pour éviter le vent, etc. Là, on a des simulations donc d'un ingénieur en aérodynamique qui nous a jeté du vent. Sylvain Aguinaga. Sylvain Aguinaga, génial scientifique. On a fait un modèle 3D du port à Drakkar, pour ceux qui savent, dans la Horde du Contrevent, où ils sont censés s'abriter. Et du coup, il nous a balancé des simulations de tempête à 250 km/h pour voir ce que ça faisait. Et donc là, à gauche, c'est une vraie simulation de vent avec des filaments bleus magnifiques qui, en plus, sont hyper inspirants visuellement, quoi. Et on voit les différentes zones plus ou moins abritées. Donc c'était une manière de tester. Il nous a même dit votre port il est trop bien abrité, il faut casser un peu les murs, etc. Parce que voilà, et c'était alors, fascinant. ça tient quoi. debout la mécanique des fluides Oui, dans la Horde. Ouais, alors il était super étonné. Il a fait les mesures exactement comme dans le bouquin. On a dépouillé le bouquin ensemble, etc. Sur les modèles. Et il a dit c'est incroyable. Il avait, alors je sais pas s'il a calculé ou intuité Alain. mais effectivement, il disait ouais, effectivement, ils sont pile à l'endroit où c'est, voilà, où il y a le vent qui fait ces rouleaux là. Et donc, ce qui est décrit dans le roman est très très juste en fait. Mais finalement, là aussi, sur la limite de la documentation, la première chose qu'on a fait en s'emparant du roman, enfin moi, le premier truc que j'ai fait, ça a été de calculer par rapport au nombre d'années de la marche de la Horde, la taille que faisait la planète. En l'occurrence, elle fait la taille de Jupiter. Donc ça, c'était une première information qui, moi, me permettait visuellement d'avoir une idée du périple, de la durée, de l'épreuve qu'ils allaient parcourir. Et en même temps, cette information-là, quand on l'a communiquée aux scientifiques qui nous ont aidés à développer l'univers visuel de la Horde, on nous a dit c'est impossible, ça n'existe pas et on ne peut pas avoir cette planète-là. Et c'est là que ça s'arrête. Une planète de cette taille-là peut seulement être gazeuse, elle ne pourrait pas être tellurique. Et donc c'est là que ça s'arrête parce qu'on a aussi une licence poétique et on ne va pas s'amuser à essayer de mettre complètement en cohérence la planète. Ça n'aurait en fait pas d'intérêt par rapport à ce qu'on est en train de raconter. Alors sauf si la solution, c'était que les hordiers font la taille de lutin. Oui, mais voilà. Comment on ne le saura jamais de toute façon. Voilà, alors qu'effectivement, calculer l'impact du vent dans le port à Drakkar, il y a aussi une intensité derrière pour les personnes qui vont faire l'expérience de lecture, de les plonger finalement dans quelque chose qui soit au plus proche de ce que vivent, de ce que peut vivre les hordiers. Donc là, vous voyez des filaments de vent projetés dans le port à Drakkar. Voilà, donc ça, c'est la vision de l'aéromaîtresse, qui est le personnage qui calcule les flux de vent justement dans la Horde. Donc là, ça faisait vraiment sens de travailler une documentation très poussée et d'avoir du conseil scientifique pour l'expérience de lecture et le travail de représentation. Oui, alors que sur la question de la planète, finalement, on a dit, bon, bah voilà, licence poétique, il y a des choses, on n'a pas besoin que ce soit exact parce que ça ne sert pas le propos, en fait. Alors que là, effectivement, ça nous intéressait d'avoir quelque chose de très précis, notamment aussi parce que c'est un moment où, dans le récit, le personnage de Roshi fait des calculs, c'est vraiment ce que c'est en train de raconter, quoi. Alors que il y a des choses qui peuvent être de l'ordre de la métaphore, de l'ordre de la poésie, et c'est pas grave. Ce que je trouve super dans votre démarche aussi, c'est que finalement, je pense que si l'histoire que vous racontiez était faite sur certains formats ou de certaines manières, ce serait peut-être un petit peu overkill, comme on dit, c'est-à-dire ce serait peut-être un peu aller très loin, plus loin que nécessaire. Mais par contre, là, c'est vrai que visuellement, je trouve que ça peut être vraiment très inspirant. Et dans l'idée où vous essayez de retranscrire visuellement des ressentis de personnages, etc., j'imagine que c'est très inspirant d'avoir ce genre de... Ouais, totalement. Et je me disais aussi que pour le coup, la doc, elle dépend beaucoup du genre dans lequel on va s'exprimer. Clairement, si on fait de la SF hyper dure, et on va vouloir que tout soit en cohérence parce que on a aussi des spectateurs qui vont venir chercher des univers hyper précis, hyper justes, hyper proches finalement des données scientifiques, voire du monde réel. Ce que tu disais, Catherine, tout à l'heure, c'est toujours cette question de distance entre ce qu'on connaît et ce qu'on crée. Alors qu'il y a des genres qui vont complètement... typiquement, le world building dans Steven Universe, il n'y a pas trop de calculs sur les tailles de planètes. C'est pas l'idée. Donc voilà. Alors, il y aura toujours des bizarres. Ça, faut pas se leurrer, quel que soit le sens que vous apportiez à la doc. Dans la série, le Queen's Gambit,
il y a quand même tous les joueurs d'échecs de France et de Navarre qui sont penchés sur la moindre partie pour dire là, le pion n'est pas à la bonne place. Donc il faut faire le mieux qu'on peut, mais il ne faut pas s'inquiéter, il y aura toujours un casse-pied pour venir vous dire que là, les chaussures, oui, alors ça que ne c'est va pas le point. Ça nous est arrivé qu'on nous dise sur tel modèle de voiture qui est une 4L de telle année, c'est quoi? C'est ici, ouais, bon, on la voit pas, elle est bien un peu cachée, mais la porte s'ouvrait pas dans le bon sens. Parce que les portes s'ouvraient autrement à l'époque. Une demi-heure de discussion avec ce lecteur. Bon, il a quand même aimé. Hein, voilà. Et ben, je pense que c'est le bon moment pour essayer de voir un peu comment vous êtes emparé de ce roman pour le mettre en image. Et du coup, on peut peut-être lancer la bande-annonce. Comme ça, vous aurez aussi des images en tête. Quentin, tu peux lancer la vidéo. Merci beaucoup. Bon. Je précise que c'est un format de bande dessinée numérique, donc qui est augmenté, comme vous l'avez vu, avec de l'animation, du son. Ce sera quelque chose à swiper. Et moi, ce qui m'a frappé la première fois que j'ai vu la bande-annonce, c'est la représentation des personnages. Et donc, du coup, j'aimerais qu'on aborde maintenant ce thème, c'est-à-dire que à partir du moment où on a créé notre univers, il va falloir réussir à le faire découvrir aux lecteurs et aux lectrices. Et souvent, ça vient avec les personnages. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la manière dont vous avez réfléchi à la représentation des personnages? Comment vous les avez pensés? Voilà, votre processus créatif sur ce sujet. Alors, les personnages dans la Horde en particulier, effectivement, là, ils existaient déjà quand même. On part ce qui est intéressant avec la Horde, c'est qu'on parle d'une adaptation, pardon.
Donc il y a eu un travail qui ne partait pas de rien du tout. Alain Damasio nous a donné notamment ses fiches personnages, donc il y avait des choses assez conséquentes qu'il avait écrites, en plus du roman, qui était son travail préparatoire. Donc on est à la fois parti du roman et de ce que le roman nous avait créé comme impression par rapport au personnage, en partie des fiches qui sont d'ailleurs parfois assez différentes du roman. Il y avait des choses où il a changé d'idée en cours de route. Voilà. Ce qui permet aussi de désacraliser un petit peu une œuvre que moi je pensais pas que j'allais adapter un jour, l'Ordre du Contrevent. Je l'ai lu il y a presque 15 ans. J'étais plus jeune et voilà. Donc de voir que lui-même il avait changé d'avis sur des choses, ça permet de désacraliser un peu le texte. Et puis ensuite il y a un processus de réappropriation où du coup on se demande ce que nous artistiquement aussi on a envie d'y insuffler, à la fois par rapport à ce qu'on a ressenti du livre, et puis tout simplement voilà, on crée quelque chose de nouveau. Le but c'est pas d'être dans quelque chose de trop littéral par rapport au livre, sachant que si Alain Damasio nous a encouragés à s'approprier l'œuvre, donc voilà, on a tâché aussi d'y insuffler ce que nous on avait envie d'y mettre. Oui, et là c'est intéressant parce qu'on revient en fait à la notion du corps concept par rapport au choix des personnages, au sens où dans la Horde chaque personnage vit le vent d'une manière différente. Et finalement, au moment d'adapter, la question ça a été, est-ce que nos personnages principaux sont les mêmes que dans le roman, ou est-ce que on est plus intéressé par le point de vue de tel ou tel autre personnage qui était peut-être un peu moins au centre initialement dans l'intrigue, mais dont la façon d'être dans cet univers labouré par le vent, cette façon de voir la vie, de voir comment on chemine, nous intéressait potentiellement plus qu'un autre. Et ça a aussi beaucoup joué dans le choix et dans le développement des protagonistes. Je pense que comment un personnage incarne au mieux l'univers et ce qu'on veut en raconter, c'est ce qui fait le choix des protagonistes et de leur développement dans une Bible. Et justement, je voulais avoir ton avis sur la question, Catherine. Justement, dans ce lien entre corps concept, thème et personnage, comment est-ce que pour toi le thème implique le choix des personnages après dans ton écriture ? J'avais choisi cette image pour illustrer ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'une idée, c'est comme un morceau de bois, il faut trouver par quel bout l'attraper et comment la magnifier, comment en fait faire sortir la sculpture ou les mots qui sont déjà à l'intérieur. En fait, on n'invente pas vraiment, on révèle, mais ça c'est valable sur le format nouvelle. Or sur le format roman, c'est très différent. Le format roman, c'est plutôt un voyage et on en prend pour longtemps. Et c'est assez difficile comme question parce que plus souvent, on essaye d'écrire un livre avec tel personnage et puis le livre ne veut pas. Ça, c'est une chose que vous retrouverez souvent chez les écrivains. Ils vous diront moi j'ai essayé, mais le livre n'a pas voulu. C'est un autre qui s'est écrit. En fait, le livre vous tape sur l'épaule en disant écris-moi. J'avais décidé à un moment d'écrire un livre sur les sirènes. Ça devait se passer sous l'eau. Donc j'avais une documentation comme ça sur les coraux, sur les fonds marins. Et le livre n'a jamais voulu. Il a préféré m'emmener sur les traces des hobbits dans Le Seigneur des Anneaux. J'ai failli l'appeler pas la queue d'une sirène, tellement j'étais vexée. Alors on peut se faire obéir de ces personnages, on les tue, on leur casse les bras et les jambes, et après on les agite comme des marionnettes. Mais le résultat est probablement pitoyable. En tout cas, moi, je m'y suis jamais risquée. Et donc maintenant, je fais un plan quand même pour obliger mon livre à suivre. C'est une espèce de fleuve, alors je lui crée des berges. Parce que mon premier c'était n'importe quoi. Donc j'arrive à créer des berges mais c'est mes personnages qui décident, c'est eux qui vont un peu où ils veulent. Je les guide vaguement, je leur donne une orientation, je leur dis non s'il te plaît ne va pas dans l'espace, là on est censé être au Mordor, mais je peux pas faire beaucoup plus. Donc je dirais qu'un personnage réussi c'est un personnage qui vous échappe. Je trouve ça intéressant parce que du coup, ça permet aussi de parler de méthodologie de construction des Bibles. On parlait de la méthode top-down ou bottom-up. Et là, peut-être que, après, si tu veux te lancer dans une définition. Peut-être Diane, tu peux c'était prévu. L'encyclopédie sur pattes. Donc, si vous voyez des proximités avec la page Wikipédia intitulée World Building, c'est parce que je l'ai écrite. Voilà. Et
Et donc, effectivement, top-down, bottom-up, alors qu'est-ce que c'est que ce charabia ? C'est cette idée que quand on construit un univers, soit on peut partir du plus petit, c'est-à-dire on a une idée d'histoire, et puis on va construire petit à petit autour, comme un petit peu, vous voyez ce genre de carte dans les jeux vidéo où on révèle petit à petit le brouillard de guerre. Donc c'est un petit peu cette méthode-là où on tâtonne. Et il peut y avoir la méthode top-down, qui est de plutôt partir d'une description encyclopédique, comme ce dont on a parlé tout à l'heure, pour ensuite descendre sur notre récit. Et en fait, ça va complètement dépendre de ce qu'on a à raconter. Effectivement, si on part de quelque chose de très large, le risque, ça peut être de se perdre aussi dans la documentation ou dans une description qui se voudra exhaustive, alors que le risque, si on fait l'autre méthode de bottom-up, c'est qu'on va peut-être manquer de cohérence, parce qu'on sera parti par le petit bout de la lorgnette. Donc c'est intéressant d'avoir un peu des allers-retours entre ces deux méthodes-là. Et ça dépend aussi du média, peut-être. Je pense que le jeu vidéo a peut-être besoin d'une méthode un peu plus top-down, mais ça doit dépendre aussi du type de jeu, en fait. Comme tu disais tout à l'heure, ça dépend complètement du genre, de l'intention, de la taille de l'équipe qui travaille derrière, parce que c'est vrai que quand on engage un gros volume de travail, ça demande un gros volume. Il y a beaucoup de questions de moyens aussi quand on se place dans des choses. Alors, quand on fait un roman, c'est peut-être un peu différent, je ne sais pas. Mais ça dépend si on a peut-être un autre métier à côté ou pas. Mais dans le jeu vidéo, si c'est des équipes qu'on paye à plein temps, bah, après ça va. C'est hyper cher de faire un jeu en général, ouais. Voilà. N'importe la taille. Non, mais dans la bande dessinée, vous pouvez ne pas payer les gens, ils travailleront quand même, malheureusement. Mais oui, non, dans les romans, c'est budget illimité. Hein. Si vous voulez aller naviguer sur une supernova, vous pouvez. C'est pas tout à fait la même chose dans les autres arts. Du coup, tu dois te mettre des limites à toi-même. Voilà. C'est encore plus dur, du coup. Peut-être, parce que la contrainte, ça peut aussi aider à rester dans... Oui, la contrainte, ça épure, oui, bien sûr. Bah ouais. Après, je dirais que dans le jeu vidéo, pour le personnage, c'est vrai que là où il y a peut-être une différence par rapport à d'autres supports, c'est dans le côté vraiment interactif du joueur ou de la joueuse qui est face à une interface qui lui permet vraiment de rentrer et de mettre un pied dans l'histoire. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut la raconter. Donc c'est tout un autre enjeu, puisque du coup, on n'a pas spécialement de... comment dire votre narrateur, c'est notre caméra, finalement, vous voyez, c'est un peu ce genre de choses. On essaie de se dépatouiller avec ça pour raconter les choses de manière intéressante. Moi, j'avoue, j'aime bien, à titre très perso, et à nouveau, là, je n'engage que mes petites expériences perso, mais ce qui s'appelle la microgéographie. C'est... Où ta slide sur Breath of the Wild ? Alors, c'est une bonne question, j'en sais rien, parce que du coup, ça a été bougé. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, peut-être il y aura une slide d'un moment. Mais oui, alors moi, ce que... Ouais, écoutez, ça peut le faire, je peux me débrouiller avec ça. Mais en fait, il y a un truc que j'aime bien, c'est donc ce qui s'appelle la microgéographie. Ça veut dire, en gros, comment est-ce que les gens ils se déplacent et ils font des trucs dans les espaces ou pas par rapport à eux-mêmes, aux autres et par rapport à l'espace en soi. Très littéralement. Donc ça va être, par exemple, là, on est assise comme ça, pourquoi ? Enfin, voilà, en fait, est-ce qu'il y a une vraie raison pour laquelle on est chacune assise à cet endroit-là ? Moi, à la base, je voulais m'asseoir à la place de Catherine parce que je me disais, si je suis dans un coin, pour moi, c'est peut-être un peu moins stressant parce que j'ai pris le train et tout, ça m'a stressé. Au final, Catherine, entre-temps, elle s'est assise là. Donc, je me suis trouvée sur la deuxième alternative qui était possible, mais qui m'arrange moins. Et donc, du coup, j'ai reculé ma chaise au bout d'un moment pour être un peu mieux, etc. Et en fait, c'est pas seulement parce que moi, je suis un peu zinzin de ça, c'est parce que vraiment, en fait, on prend tous et toutes un ensemble de décisions qui vont être vraiment de l'ordre de la stratégie, voilà, par rapport à nos propres espaces. Donc, j'imagine que chacune ici assise peut-être peut se poser cette question de pourquoi ils sont assis à cet endroit-là. Alors, il y en a une partie qui va se dire, je sais pas, c'était la place qui était là. Mais pour une autre partie, vous allez voir qu'en général, vous avez quand même des bonnes raisons d'être assis là où vous êtes, que ce soit parce que vous êtes près de copains-copines, parce que vous voyez mieux, parce que vous êtes timide, vous n'osiez pas passer devant pour faire le tour, donc vous vous êtes tous mis à gauche. Ce qu'on dans les salles, c'est normal, la porte elle est là-bas, donc c'est logique. Et en fait, moi je pense que c'est quelque chose qu'on peut utiliser à notre avantage quand on raconte des histoires à des personnages. On s'était lancé dans un projet avec un ami programmeur qui s'appelle Guillaume Pastor,
C'était un projet perso qui verra jamais le jour, je pense, parce que extrêmement, c'était plus un espèce de rêve qui a permis par contre de se former et d'apprendre à faire tout un tas de petites choses en chemin, qu'un truc qui pourra vraiment aboutir un jour. Mais donc en gros, nous dans l'idée, ce qu'on voulait essayer de faire, c'était un espèce de jeu d'aventure dans lequel finalement on part à la rencontre d'un personnage sans jamais le rencontrer, puisqu'en fait ce personnage a créé un lieu complètement à son image, et donc en fait on fait un peu la connaissance de cette personne à travers justement la manière dont cette personne a aménagé cette espèce d'endroit. Alors, c'est quelqu'un de très riche, donc un espèce de budget illimité. Et on essaie de découvrir un petit peu justement toutes les absurdités de sa pensée, mais en même temps à quel point il peut être aussi touchant. Bon, bref. On voulait essayer de toucher à tout un tas de sentiments en passant vraiment par le level design, la manière dont on va essayer de concevoir ces espaces-là et de se balader dedans. Je trouve que c'est un super défi d'imaginer ça, et je pense que sans forcément le formuler de cette manière, parce que à nouveau la géographie n'est pas forcément la discipline la plus connue et appropriée par les personnes. Il y a tout un tas de level designers qui font un travail hyper passionnant en fait à ce niveau-là, et le jeu vidéo pour moi a quand même cet avantage-là. Et c'est quoi la table de Puttinger? Ah, alors ça, donc du coup, c'est des cartes historiques. C'était un peu pour illustrer voilà, l'idée que de tout temps, l'humain a essayé de fait des cartes pour essayer de représenter ses environnements. La table de Puttinger, alors je pense que je prononce très mal, mais en gros, c'était une espèce de super grande carte de l'Empire romain. C'est une espèce de très long rectangle. C'est assez étroit, mais l'idée, c'est qu'en fait, c'était une carte assez commerciale. En gros, il y a un peu toutes les routes et toutes les villes principales qu'on peut croiser au long de toutes les vias antiques qu'on croise. En fait, c'était pour la mettre en perspective par rapport à celle de Ptolémée, par exemple, qui est celle de l'Écoumène, qui est la limite en fait, de l'environnement, de l'univers connu par les humains. Et puis après, la carte de Mercator, qui est beaucoup plus tardive, hein, dont la projection fait encore office de référence aujourd'hui, et qui sert en fait en gros de carte maritime sur comment est-ce qu'on navigue et on va d'un point A à un point B pour vendre des trucs. Et donc en fait, cette évolution cartographique là, pourquoi est-ce que moi je la trouve intéressante? Déjà parce qu'en fait, il faut imaginer un effort d'abstraction pour concevoir des cartes déjà aujourd'hui, à l'époque contemporaine, c'est vraiment compliqué. Je vous promets, c'est pas si simple. Et alors en plus, si vous partez par exemple dans l'Antiquité, vous imaginez que les gens ils arrivent à se représenter leur espace vu du dessus, parce que c'est ce qui est fait, alors que pourtant, ils n'ont pas d'avion, ils n'ont pas de drone, ils n'ont pas de satellite. En fait, ils n'ont même probablement jamais vu à quoi ça ressemble vu du dessus. C'est vraiment ils sont montés en haut des montagnes, on peut vous le dire. Nous, on est de Grenoble. Mais c'est fou quand même. Enfin, moi, ça m'émeut de me dire, il y a des personnes, elles sont capables, elles montent sur des trucs, elles arrivent à dessiner hyper précisément des endroits. Ça peut. Et en fait, ça se complète, c'est vrai, avec non seulement cet aspect technique-là, mais aussi vraiment l'aspect idéal, c'est-à-dire en fait, chaque carte là, elle a une intention bien précise. Hein. Celle de Puttinger, c'est vraiment un truc assez, on va dire fonctionnel, presque commercial. Hein, voilà, de comment les axes ils se structurent. Celle de Ptolémée, elle est plus philosophique finalement. C'est qu'est-ce qu'on connaît, mais qu'est-ce qu'on ne connaît pas, et qui sommes-nous par rapport à tout ça. Et en fait, vraiment, chacune de ces approches va traduire des manières de cartographier différentes, et l'objet carte en soi, je trouve qu'il est très passionnant pour ça, parce qu'il traduit une manière de se concevoir soi-même en tant qu'humain par rapport au monde autour de nous, qui est très passionnant, je pense. Et là, il faut faire la différence entre une carte intradiégétique et extradiégétique pour le coup. En tant que créateur de l'univers, nous, on doit être capable de percevoir le monde tel qu'il est très objectivement quand même, alors que le personnage, lui, va avoir une réalité qui va être liée à ses possibilités d'approche de ce monde, qu'il soit scientifique, philosophique, humaine. Peut-être que tu peux expliquer ce que c'est que ces termes, parce qu'ils sont très importants dans le jeu vidéo aussi, mais ils ne sont pas très connus. C'est vrai. Intradiégétique, c'est tout ce qui va être à l'intérieur de la diégèse, donc de l'histoire. Un personnage qui va écouter, par exemple, de la musique sur son baladeur, la musique, elle est intradiégétique. Alors que extradiégétique, c'est plutôt tout ce qui est externe. Par exemple, si vous avez de la musique sur le personnage en train d'aller faire ses courses, c'est une musique que vous entendez en tant que spectateur, mais que le personnage, lui, n'entend pas. Donc ça, c'est quand même deux points qui sont hyper importants, je pense, quand on world build. C'est qu'est-ce que nous, on connaît du monde, qu'est-ce que le lecteur va appréhender du monde, qu'est-ce que le personnage connaît de son monde. Et en fait, comment est-ce que j'articule tout ça dans le fil de la narration en fonction du média. Typiquement, effectivement, dans le jeu vidéo, il y a finalement tout des tas de possibilités de raconter l'univers, que ça soit parce qu'on explore, parce qu'on suit l'histoire d'un personnage. En roman et en BD, on a aussi pas mal d'espace à ce niveau-là, surtout parce qu'on peut se permettre d'ajouter des cartes, par exemple en ouverture d'un roman ou un glossaire, un carnet dans lequel on va pouvoir mettre à tout hasard tout ce qu'on n'a pas réussi à caler dans la narration. C'est du vécu. Donc, voilà. Et c'est un peu plus difficile pour le coup quand on est sur un média plus cadré comme le cinéma ou la série, où là, tout ce qu'on n'aura pas réussi à faire passer par l'histoire va peut-être falloir l'étendre de manière transmédiatique, soit dans un complément d'histoire, soit dans une bande dessinée, voilà.
Et du coup, ça me renvoie juste, je vois la valise là où on avait fait une construction complètement bottom-up, où on était parti d'un personnage, on avait un personnage de femme avec une valise magique à la Mary Poppins qui mettait des gens dedans. Et du coup, on est parti de ce tout petit perso-là et on l'a grossi sur un contexte où il y a une ville enfermée par un dictateur. À l'extérieur, il y a des résistants qui veulent rentrer pour libérer la ville. Et au milieu de ça, on a cette femme qui est une sorcière, qui a une valise et qui, du coup, fait passeuse dans un sens ou dans l'autre. Et comme c'était hyper étroit, en fait, en termes de cartes, on avait la carte du lieu, justement, il y avait peu d'éléments et on était sur un univers, finalement, proche des totalitarismes du début et du milieu du XXe siècle. Donc sur des choses où les lecteurs avaient beaucoup de traceurs pour comprendre avec peu d'éléments le contexte historique, le comportement des personnages, qu'est-ce qu'ils font, leur volonté, etc. Et finalement, nous là-dessus, ce qu'on a pu fabriquer de toutes pièces en termes de world building, c'est plutôt le fonctionnement de la magie dans cet univers-là. Et c'est là que du coup, on a plutôt fait de la documentation et de la créa, quoi. Et justement, en fait, là, il y a un point assez important qui ressort, qui est notamment comment est-ce qu'on dose le niveau de détail de son univers. Donc, il y a plusieurs outils qui peuvent exister. J'aimerais peut-être commencer par la notion d'arène, dont on avait pas mal parlé ensemble. Est-ce que c'est Morgane ou Diane qui veut, qui veut rebondir dessus? Je vais enchaîner alors. Oui, la notion d'arène. En fait, c'est un peu la notion d'arène qui permet de trouver l'équilibre entre le bottom-up et le top-down. C'est-à-dire, l'arène, c'est circonscrire les limites de son récit. C'est-à-dire que là, par exemple, l'histoire, elle se passe dans une rame de métro. Tout ce qui se passe en dehors de cette rame de métro, finalement, ne nous intéresse pas. Et donc, à l'intérieur de cette rame de métro, il y a... alors, l'idée, c'était de... Le core concept, pour le coup, est venu de Mathieu Bablet, qui dirige la série. C'est une série où il y a plusieurs nouvelles, et du coup, ça, c'est l'une des nouvelles de cette série. Donc lui, il avait une idée de core concept, et puis il nous l'a donné pour qu'on développe. Parce que ça parlait de harcèlement, il ne se sentait pas très légitime à en parler. Et donc, nous, on avait plein de choses à dire. C'est un métro qui incarne le harcèlement sexiste et sexuel. Voilà, donc, chaque wagon est une facette de cette thématique. Très joyeux. Et donc, voilà, c'était assez intense à faire et passionnant aussi. Donc, du coup, on a effectivement développé à l'intérieur de cette arène-là, qui était très restreinte et qui permettait aussi d'avoir un récit à la fois très resserré en termes de world building et très resserré aussi en termes d'intensité dramatique, puisque c'était une course en avant où notre personnage principal passe de wagon en wagon et découvre à chaque fois une nouvelle facette. Okay. Morgane, tu voulais ajouter quelque chose ou ça va? La slide est assez parlante. Parfait. Et justement, par exemple, Catherine, tout à l'heure, toujours sur la question de doser son univers en rapport avec les personnages, tu parlais du fait que tes personnages en fait te guidaient par moments et t'emmener vers une certaine direction ou une autre. Et donc, du coup, je voulais savoir si, justement, suivre son personnage nous permettait de réussir à savoir quel est le dosage de détails dans notre univers ou pas forcément. Enfin, comment est-ce qu'on peut faire confiance à notre personnage pour savoir à quel point on peut être précis dans le détail de notre univers et passer justement de ce gros Wikipédia qu'on a pu mettre en place à l'écriture et au fait de le délivrer à des publics, en fait. Alors pour le délivrer à des publics, en général, vous commencez par un gros premier chapitre où vous expliquez tout, du micro au macro ou inversement, hein. La terre, le travail, les peuples, etc. Et après, c'est pour ça que j'ai mis une poubelle. Après, vous écrivez tout votre livre, et après, vous prenez votre premier chapitre et vous le mettez à la poubelle. Les livres que je reçois de jeunes auteurs, c'est souvent le premier problème. Ils ont un énorme premier chapitre où ils mettent tout, c'est totalement indigeste. Donc, une fois que votre livre est vraiment bien ficelé, vous revoyez votre premier chapitre, vous notez les éléments que vous n'avez pas pu mettre dans les chapitres suivants, vous verrez qu'il n'y en a pas tant que ça, et vous mettez ce premier chapitre à la poubelle. Et du coup, votre bouquin sera tout à fait excellent. Moi, c'est l'erreur que je n'ai pas faite dans un livre que j'ai écrit en 2019.
Donc ça va être mon 15 ou 16e ouvrage. Donc j'ai pas mis à la poubelle le premier chapitre dans l'édition Princeps. Je l'ai fait à la reparution en poche. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur de débutante, c'est une honte, mais c'est une chose importante à savoir, ça. Merci beaucoup, Catherine. Et Ève, on avait parlé aussi toujours dans cette question de comment bien doser son univers. Et tu nous avais parlé du fait que l'expérience joueur ou joueuse permettait justement de doser l'univers. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ça, et notamment des fameux 3C? Voilà, merci. Parfait. Alors, excellente transition, parce que nous, on a un problème de premier chapitre dans le jeu vidéo qui se pose, qui s'appelle le tutoriel. Puisqu'en fait, il n'est pas inné de savoir comment un jeu fonctionne, à l'inverse d'un livre que on va prendre et espérer pouvoir lire. Hein, voilà. Les pages. Voilà, exactement. A priori, c'est acquis pour dans la majorité des cas. Mais par contre, alors c'est vrai que dans le jeu vidéo, on est confronté à ce truc où en fait, on est supposé introduire l'histoire, donc vraiment, je sais pas, les enjeux, l'univers. On passe ses premières secondes dans un jeu. Sauf que nous, on doit faire un truc qui est hyper compliqué et pas drôle, c'est de vous dire en fait comment ça marche, quoi. Et alors là, ça devient un exercice très précis parce qu'il y a des jeux qui sont super, qui ont du mal à faire un tutoriel, qui, par exemple, les diégétiques, là, la question de ce qui est diégétique ou pas rentre vraiment en compte, parce que c'est-à-dire, est-ce qu'on va comprendre un peu naturellement ce qu'il faut faire, est-ce que les boutons, est-ce que les contrôles, ils sont évidents, etc. Enfin bref, nous, en gros, on a toute une espèce de quantité de volume d'informations à donner au début de l'expérience. On n'a pas trop le choix que de faire comme ça. Et c'est un vrai art de trouver comment le faire de manière élégante, voilà, comme on va dire. Un peu comme les règles du jeu, d'un jeu de société, finalement, c'est toujours le moment un petit peu ennuyeux, il faut les lire et tout ça. Dans les jeux vidéo, on arrive à rendre ça quand même un peu plus interactif. Il y a des jeux qui commencent par des cinématiques parfois un peu à rallonge. Alors moi, je pense que c'est une solution. C'est une manière de faire qui est OK. C'est pas forcément ce que je trouve aussi le plus élégant. Moi, j'avoue, je suis assez sensible à des tutoriels qui arrivent vraiment à contextualiser, à raconter un peu un bout d'histoire. Je pense à Tomb Raider, par exemple, le manoir de Lara Croft, qui est un peu l'endroit tutoriel. Pour moi, c'est un truc qui marche finalement pas si mal. Parce que voilà, on découvre la maison de l'héroïne avant ensuite de partir à l'aventure avec elle. Et on fait son tutoriel là-dedans. Alors bon, après, pourquoi est-ce qu'elle saute comme ça chez elle je sais pas trop, mais voilà, c'est pas si mal dans le grand ordre des choses. Voilà, il y a des tutoriels qui sont très, très sympas, mais je trouve que c'est un exercice particulier à l'intérieur du jeu vidéo qui est très, très intéressant. J'ai jamais été amenée à le pratiquer moi-même, personnellement, mais en tant que joueuse, par exemple, c'est quelque chose auquel on peut prêter un petit regard en plus. C'est quoi les 3C alors ? Et alors les fameux 3C, nous y revenons. C'est ce qu'on appelle en fait la caméra, les contrôles et le character, donc le personnage. Et en fait, quand on raconte un truc à travers un jeu ou quand on vous fait jouer à un truc, notre interface avec vous, joueurs et joueuses, c'est les 3C, c'est-à-dire que ce sont les 3 conditions grâce auxquelles on va pouvoir en fait, littéralement rentrer en contact avec vous et vous permettre d'interagir avec notre univers. Parce que si vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans, si vous ne pouvez pas agir dedans et si vous ne pouvez pas vous incarner dedans, en fait, concrètement, on ne peut pas vous faire jouer. Donc pour nous, c'est complètement primordial. Et en fait, chaque décision qui va être prise à ces niveaux-là vont être vraiment des partis pris forts sur finalement la manière, le dispositif un petit peu narratif en fait. De la même manière qu'on va avoir une narration à la première personne ou à la troisième ou épistolaire, et ben nous, on va avoir des caméras à première personne, des caméras vues du dessus, on va avoir des caméras de vue de côté, des choses comme ça. Les contrôles, c'est pareil finalement. Alors je ne sais pas s'il y aura un équivalent littéraire pour ça, mais tiens, typiquement. Oui, pour le coup, que ce soit en mise en scène, en bande dessinée ou en audiovisuel, on a aussi une règle des 3C qui est pour le coup caméra, caractère, conflict. Et du coup, finalement, ce qu'on va décider de raconter et les choix d'angle de regard porté, que ça soit de la première ou de la troisième personne en écriture, ou changer de personnage à chaque chapitre, ou en mise en scène, d'avoir une caméra qui va être plutôt objective, ou alors subjective, très proche des personnages, les angles qu'on va poser sur eux. Finalement, comment on raconte cette histoire, ça doit partir du conflit qui tord le personnage. Et ce conflit, c'est ce qui interroge, on y revient, notre corps concept en fait. Et finalement, quand on construit, y a quand même un moment où qu'on construit seul ou avec une grande équipe, où on se retrouve quand même avec un tas de choses, ce qui est plutôt bon signe. Et le tri doit s'opérer quand on se pose la question de qu'est-ce que je raconte, c'était quoi mon idée à la base, pourquoi j'ai voulu raconter, mettre en place cette histoire, créer cet univers, qu'est-ce que j'adresse à mon public, à mon lecteur, à mon joueur.
Et finalement, quel est le meilleur vecteur de ce message-là? Est-ce que mon personnage, le personnage principal que j'ai choisi, par exemple, est bien le bon? Est-ce qu'il reflète les bons éléments de mon univers? Est-ce que telle ou telle péripétie permet de refléter telle chose? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir développé le fait que, comme la Horde circule sur une planète qui fait la taille de Jupiter, il faudrait expliquer qu'en son corps, il s'est passé ceci, cela? Non, pas du tout. Bon, poubelle. Voilà, donc vraiment, c'est quoi le conflit? C'est quoi le centre de cette histoire-là? Et avec quoi le lecteur, le joueur, le spectateur doit ressortir de cette histoire? Ouais, c'est juste pour dire qu'effectivement, c'est cette notion d'intention aussi. Parce que créer des univers, c'est chouette, mais il y a une raison pour laquelle on les crée. C'est parce que, en fait, que ce soit un jeu, créer une œuvre, c'est un acte de communication. Et du coup, c'est qu'est-ce qu'on veut faire passer, en fait, comme idée. Et toujours revenir à ça au moment où on fait le tri, effectivement. Est-ce que Catherine, tu voudrais rebondir là-dessus? Oui, je peux rebondir sur créer une œuvre, et c'est un art de communication. Alors, il y a des tas de gens qui vous diraient non. Ou d'expression. Voilà, il y en a qui diraient non, moi c'est pour au contraire m'extraire du monde et me créer un monde à part. Il y a Borges qui disait moi j'écris pour moi-même et 2-3 amis, personne d'autre. Il y a quand même chez les artistes et les créatifs, il faut le dire, un certain nombre de fadas qui vont justement pas du tout avoir envie de communiquer avec les autres. Il y a beaucoup de gens qui écrivent pour tenir à distance des angoisses qui sinon déstabiliseraient totalement leur psyché. Il y a énormément de raisons pour lesquelles on crée et toutes ne sont pas pleines d'altruisme et d'envie de s'adresser à l'autre. Il y a effectivement pas mal de gens qui écrivent pour magnifier des images qu'ils ont en tête, ils ont envie de les proposer aux autres parce qu'ils pensent que ça peut leur faire du bien. Mais la création est aussi souvent une histoire de tumulte intérieur qui n'a pas forcément pour vocation d'apporter à l'autre soit de la distraction, soit un bien-être. Ça peut être des questionnements et ça peut être aussi l'envie de faire du mal. Quand vous lisez Le Mal d'Aurore, il n'a absolument pas envie de transmettre de la paix et de l'amour. Oui, c'est pas forcément positif. Quoi. Et puis ça peut être une sorte d'expression brute qui après peut rencontrer ou pas quelqu'un en face, quoi, effectivement. Et justement, si on est donc sur la question de l'intention de l'œuvre, la question des publics rentre tout de suite en compte. Et comment est-ce qu'on pense aux personnes à qui on adresse notre œuvre? Comment cette question-là peut impacter notre travail d'écriture? Est-ce que l'une d'entre vous aimerait répondre en première? Je vais reprendre la balle parce qu'effectivement, ça va dépendre de la démarche, comme tu dis. Effectivement, il peut y avoir des œuvres des auteurs qui ne réfléchissent pas forcément à un public précisément en fonction de ce qu'on est en train de faire. Mais c'est vrai que tout de suite, dès qu'on est dans des médias qui ont une forme d'économie, que ce soit le jeu vidéo, la bande dessinée même si la bande dessinée, disons que c'est plus encore un artisanat qui est un peu plus proche de la littérature, mais si on est dans le lieu du visuel ou le jeu vidéo, tout de suite, il va y avoir la question du public, du ciblage, des questions. Il y aura toujours des équipes marketing pour réfléchir à ça. Et puis même en tant qu'auteur, c'est-à-dire on n'écrit pas, quand on écrit pour les enfants, on n'écrit pas quand même exactement de la même manière que quand on écrit pour les adultes. Même s'il y a des œuvres, des très grandes œuvres qui justement permettent de s'adresser aux deux. Mais ça va quand même affecter un petit peu la manière dont on se projette, la complexité qu'on donne à l'univers, et puis le ton, peut-être. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Oui, du coup, on revient aussi au genre dans lequel, à la fois le genre dans lequel on est en train de s'exprimer, mais aussi le ton. Et effectivement, là, c'est des questionnements de ciblage qui sont peut-être plus propres à l'audiovisuel, jeux vidéo, séries. Puisque en fait concrètement on va adresser très précisément une partie de la population. Et là je pense simplement sur du développement de world building. Nous on a un univers comme ça qu'on développe depuis 2015 maintenant, et à la base l'intention c'était de s'adresser aux millennials. Et puis le temps passant, les millennials maintenant ils ont plus de 30 ans, donc l'histoire qu'on veut raconter, elle continue d'être plutôt du coup maintenant à l'adresse de la génération Z. Et du coup, on se retrouve à devoir finalement repenser une partie de l'univers visuel, conceptuel,
Voilà, donc ouais, on est sur Coven, où là, on est vraiment sur une bande de jeunes magiciens, en gros écolo, dans les grandes lignes. Et donc, du coup, on a dû repenser nos personnages pour qu'ils reflètent davantage la génération Z que la génération millennials. Donc là aussi, il y a eu de la documentation, pour le coup, sur des habitudes qui se sont un petit peu décalées, à la fois dans l'usage des médias, mais aussi dans les styles vestimentaires, enfin, ce genre de questions. Ouais, je peux rebondir aussi. Ça a l'air trop bien, d'ailleurs. Oui, je crois qu'en jeu vidéo, ça brosse, on va dire, un débat qui me semble très omniprésent aujourd'hui dans la manière dont on conçoit des jeux, qui est celui de l'accessibilité. La question de rendre son expérience accessible pour un maximum de personnes, qui n'est pas toujours un objectif après lequel courent les créateurs et les créatrices, à raison ou à tort. Moi, je suis d'avis que j'ai un avis assez neutre, on va dire, là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que se pose la question de l'accès à des expériences pour des personnes, par exemple, qui sont confrontées à différentes situations de handicap, à différentes formes de... le jeu vidéo invite à différentes formes de réflexion, en fait, et se réinvente vraiment beaucoup, en fait, pour essayer de trouver un moyen de se rendre accessible auprès des autres. Et pour moi, du coup, ça amène à une autre idée un peu plus large liée au jeu vidéo, qui est celle qu'en fait, pour se connecter avec les autres, et alors pour le coup, autant peut-être c'est vrai que dans la littérature ou le roman, on peut se permettre en fait de n'écrire que pour soi. Autant c'est vrai que vraiment dans la création même d'un jeu vidéo, c'est très compliqué de le faire exclusivement pour soi-même, puisque en fait dans la pratique, pour accéder à la chose, il faut l'imaginer comme ça, sinon c'est pas jouable. Et donc se pose, selon moi, cette épreuve très importante qui est de remettre en question autant que possible tous les impensés qu'on pourrait avoir sur ce qu'on est en train de faire. En fait, pour pouvoir y mettre de l'intention derrière. Et c'est vrai que, par exemple, quand on joue à un jeu vidéo, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qui est activé, de tout ce qu'il y a à faire, en fait, pour que ça fonctionne. Mais c'est vrai que il faut évidemment tout programmer, il faut tout coder, il faut tout designer, il faut tout dessiner, il faut donner du son, il faut donner une âme, il faut écrire ce qui se passe. En fait, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments. Si dans un jeu, en tant que joueur, je ne me posais même pas, par exemple, la question de la caméra avant de devoir faire un jeu et de me dire oui, il faut bien qu'il y ait une caméra, sinon on ne voit pas le jeu. Et donc, en fait, c'est des choses comme ça où ça nous semble tellement normal en tant que joueur. En plus. Souvent, elle bug, la caméra. Ouais, alors ça, c'est un problème technique qui est vraiment compliqué. Pour le coup, moi, je ne suis pas du tout programmeuse, donc en plus, je ne saurais pas répondre, mais c'est vrai que Non, mais j'avais un ami elle a tendance à se coincer qui était et tout, spécialisé en caméra et... C'est un métier à part entière. Ouais. C'est très très dur parce qu'en fait c'est vrai que maintenant qu'on est dans des jeux qui sont souvent en 3 dimensions, la caméra elle a tendance un peu à se coincer partout comme si un petit caméraman était coincé en fait par un rocher ou quoi. Donc ouais c'est un vrai enjeu qui par exemple moi m'apparaissait pas du tout avant d'essayer d'en faire moi-même et de réaliser qu'en fait c'en était un. De la même manière, si mon personnage il marche et qu'en fait j'enregistre pas parce qu'il fait un bruit de pas, en fait on n'entendra rien, donc ce sera pas du tout réactif, interactif avec l'audience. Et donc en fait vraiment presque tout dans le jeu vidéo est pensé dans l'idée que il faille pouvoir interagir avec au bout d'un moment, quoi. Oui, c'est de l'architecture, quoi. Gros budget et puis il faut pouvoir vivre dedans. À part le facteur cheval, il n'y a pas d'architecte qui effectivement n'ait pas eu besoin d'un gros budget. C'est débrouillé avec trop fort rien. Ce que tu disais aussi sur le fait d'être capable de se déplacer et l'accessibilité des œuvres, ça pose aussi pas mal la question du personnage. Là, on y revient, mais typiquement, ayant grandi dans les années 90, le personnage par défaut est un homme blanc. Est un petit garçon blanc, et ça dépend de l'âge qu'on a et de l'œuvre qu'on a en face de nous. Et du coup, un de nos enjeux aussi au niveau de l'écriture et de la création des personnages, au-delà du reflet du corps concept, c'est aussi d'aller chercher de la diversité dans ces représentations-là, d'aller challenger ce qui nous vient très spontanément. Quand j'écrivais à 20 ans, spontanément, j'écrivais un homme blanc, brun, un peu stylé, capable de faire des tas de trucs. Et maintenant, je me dis juste, et si mon personnage était plutôt une jeune femme de banlieue qui passe son temps à se battre pour pouvoir être là où elle est, pour simplement pouvoir accéder à l'université. Et du coup, je déplace mon regard. Et avec ça, il y a aussi tout un travail de documentation, on y revient, et de choix à opérer dans ce qu'on va raconter, l'univers qu'on a développé, et du regard qu'on va porter sur à la fois le corps concept, mais aussi plus globalement toute cette structure de l'univers. Merci. Bon, malheureusement, on arrive à la fin de cette masterclass, donc j'aimerais qu'on aborde un dernier point, qui est les outils que vous utilisez justement pour world builder, d'un point de vue vraiment très très concret. Hop.
On a pas mal parlé de ce qu'était une Bible depuis tout à l'heure. Est-ce que l'une d'entre vous pourrait nous faire une petite définition de ce qu'est la Bible ? Catherine, peut-être ? La Bible, c'est exactement ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que vous prenez tous les éléments et vous les ordonnez. Alors moi, j'ai eu l'occasion de voir comment les gens qui écrivent des livres au long souffle se débrouillent. Alors effectivement, il y a les fanats de post-it. Alors George R. Martin, lui, c'est simple. Maintenant, il n'a plus besoin de faire une Bible. Il laisse ses fans gérer sa Bible. Et il les appelle en disant alors... tel personnage, il a quel grand-père. Ce sont ses fans qui tiennent sa Bible, c'est commode. Alain Damasio, lui, il tapisse ses murs de pages de Deleuze et de de plans très complexes. Hein. Il a tapissé les murs de son bureau, puis de la chambre conjugale et après celle de ses enfants. Bon, bref, c'est un enjeu. Werber, moi, j'avais lu une fois, on était dans le train, et j'ai vu sur son ordinateur comment il s'y prend. Il a effectivement une Bible très importante et il commence à en tirer une phrase qui dédouble en deux, Et à la fin, la totalité de ses romans, finalement, c'est un immense synopsis. Et après, il rajoute quelques mots de liaison pour en faire un roman. Et Silverberg, lui, il paraît que aussi, il fait des synopsis tellement complets que finalement, le livre lui-même prend quelques pages, mais pas plus. Donc chacun a sa façon de procéder. Et là, les post-it jetés à la volée, on va dire que c'est le tout début de la constitution d'une Bible. C'est vrai que la Bible, c'est un document qui est beaucoup utilisé aussi en production, dans des étapes préparatoires d'écriture. Donc ça peut contenir des fiches de personnages, comme vous voyez ici. Ça peut contenir des éléments de Bible visuels aussi, comme ici on voit du character design. Donc ça, c'est plus pour les personnages, mais évidemment aussi des éléments de Bible d'univers. Donc en fait, ça va être simplement des documents hein, qui décrivent voilà comment fonctionne la magie dans mon univers, avec cet aspect un peu encyclopédique, mais avec des focus en fait qualitatifs sur ce qui va être important dans le récit. Donc ça peut être, si on est dans la Horde, voilà comment fonctionne le vent, voilà comment fonctionnent les différents peuples, avec un petit paragraphe par peuple, par exemple, ce genre de choses. S'il y a des lieux importants, des villes, des pays, des institutions qui sont importantes dans votre univers, et ben voilà, on va avoir une petite fiche sur, je sais pas, le Sénat dans Star Wars, comment il fonctionne, qui est représenté. Ce genre de choses, en fait, c'est vraiment un document de référence qui, à la fois, peut être un outil sur un chemin de production d'une œuvre qui permet voilà, à différents acteurs qui interviennent sur le projet de s'y référer. Et puis aussi, pour l'auteur en lui-même, une sorte de mémo hein, auquel on peut revenir. Parfois, un projet prend des années et il faut rester en cohérence avec soi-même. Parfois, on se relit, on se dit « Ah tiens, effectivement, c'était cohérent ce que j'avais fait. » Ou alors ça a totalement changé. Ou alors on a changé de vision. Qui évolue, ouais, voilà. Et dans ces cas-là, il ne faut pas réécrire toute la Bible. Sinon, on n'arrive jamais à faire l'histoire. Ouais. Ève ? Ouais, alors en outils et de manière très, très succincte. Donc si on prend Ubisoft, la manière dont on travaille là-bas, c'est qu'on a une interface qui s'appelle le WTF. Donc c'est pas ça, hein, je précise, parce que du coup, il n'y a pas d'intérêt à photographier ça, c'est un truc perso. Mais en gros, donc pour Ubisoft, on travaille sur ce qui s'appelle le WTF, c'est le World Texture Facility, et aussi un jeu de mots. Et donc en fait, le principe, c'est que voilà, en fait, ça pourrait s'apparenter à Wikipédia. En fait, c'est une encyclopédie. On en a plusieurs hein, pour chaque projet, en gros, et puis on en a d'autres transverses aussi. L'idée, c'est qu'on peut vraiment à peu près tout bidouiller comme on l'entend pour proposer du contenu aux équipes, que ce soit... alors, c'est vraiment... C'est du coup un logiciel interne ? Alors, c'est pas un logiciel, c'est vraiment un site. D'accord, c'est un wiki. En fait. Mais c'est complètement interne, ouais. C'est pas. C'est un wiki ou pas ça... Alors, c'est pas tout à fait un wiki. Alors, la nuance qu'on met avec un wiki, c'est qu'en fait, nous, on éditorialise ce qu'on met dedans.
C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez Wikipédia et que vous cherchez des infos sur un personnage historique, par exemple, vous allez avoir vraiment toute sa vie, son œuvre de A à Z, de manière très exhaustive. Nous, on a quand même une idée de à qui on s'adresse et de pourquoi on fait ça. Et donc, du coup, ça fait qu'on est moins précis sur certains points qu'ils ne le nécessitent pas. Et qu'à l'inverse, il y a des détails qui vont être des enjeux importants pour les équipes avec qui on travaille. Et donc, nous, on va plutôt mettre le paquet là-dessus, alors que ça pourrait être un petit peu, voilà... Wikipédia n'est pas spécialement éditorialisé en ce sens. Donc nous, on fait ce travail-là. Pour le coup. Oui, non, je parlais wiki au sens en termes de structure de site. C'est un site dans lequel on navigue comme ça, de page en page. Oui, tout à fait. Alors de page en page, effectivement, après, c'est avec des catégories, des thèmes, des tags, des hyperliens. Ouais, c'est un site assez normal, finalement. On a un autre outil qui s'appelle Cartographe. C'est un outil de cartographie interactive qui est hyper cool parce que c'est très compliqué de faire des outils de cartographie qui soient faciles d'accès et d'utilisation. Et c'est le cas de celui-là. Donc c'est assez merveilleux qu'il existe. Il a été développé par Julien Laurent. Voilà. C'est un super outil. Donc nous, on s'en sert aussi pour revaloriser cette production scientifique sous d'autres formats qui peuvent peut-être être un peu plus parlants pour d'autres personnes avec qui on travaille, qui préfèrent les choses visuelles, qui travaillent peut-être directement sur du level design. Tout ce qui est cartes, c'est super intéressant comme outil. Et chronologie aussi. Tout ce qui est chrono voilà, d'événements. Que ce soit des événements qui font partie de la backstory, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant le début du récit. Ou des événements qui se déroulent pendant le récit en lui-même, quoi. Complètement. Les frises chronologiques, les timelines comme ça, c'est très, très intéressant. Et c'est très important, je pense, quand on travaille sur de la narration, des relations entre les personnages, etc. Donc ça, c'est sûr. Et alors, du coup, pour illustrer, moi, cette petite partie-là, je n'avais évidemment pas montré des trucs d'Ubisoft confidentiels. Donc à la place, vous aurez ce superbe extrait de notre Discord personnel avec Guillaume, celui avec qui on a fait le fameux jeu, qui n'existera pas. Mais qui est cool quand même. Alors, peut-être un jour. Peut-être un jour, qui sait. Mais alors ce Discord, ce qui est cool, c'est que donc on peut mettre dessus tout un tas de ressources, on peut épingler des trucs, on peut faire des fils de discussion. Donc un peu à chaque fois qu'on relevait un film, une scène dans un truc qui nous parlait, qui nous évoquait un truc qu'on pourrait utiliser dans le jeu, qui pourrait être inspirant et tout, et on se le mettait là. Et puis ensuite, ça permet d'ouvrir plein de dialogues qui sont finalement archivés de manière assez efficace. Alors je le recommanderais pas forcément comme wiki, par exemple, si vous avez une grosse communauté, etc. C'est vraiment pas... C'est une habitude qui a été prise un petit peu par des gens, mais qui est peut-être pas la plus optimale. Néanmoins, pour nous deux, c'est très bien, par exemple. Et on se sert aussi de cet outil qui s'appelle Miro. Donc ça, typiquement, si vous êtes un génération Z qui n'avait pas assez de mètres carrés pour mettre des post-it partout chez vous, c'est une bonne alternative. Ça vous permet de mettre des post-it avec vos copains, copines. Vous pouvez agir dessus en même temps. Vous pouvez créer des espèces de réunions. Vous pouvez mettre des vidéos, des fichiers texte, des PowerPoint, des PDF. En gros, tout ce que vous voulez, des images et tout. Donc on va dire que c'est la version un peu... plus modernité du mur à post-it. Voilà. Ouais, et c'est vachement bien parce que ça pour redonner la coloration, l'odeur et le mouvement d'une histoire, les mood boards, c'est super. Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, Discord, tout comme les wikis, pour agencer des informations, c'est hyper bien. Il y avait aussi les forums à une époque. Et je trouve que maintenant, Discord fait un petit peu les deux en même temps. C'est quand même un outil à la fois de structuration des univers et de coordination des équipes qui est hyper précieux. Et Miro, c'est ce qu'on va appeler un cocon créatif. Donc, quand on est Pixar, on peut avoir des salles dédiées pour chaque projet où on imprime et on colle et on met tous les visuels fabriqués par les équipes, toutes les fiches de personnages écrites, et c'est recouvert du sol au plafond. Et effectivement, quand on est une bande de créatifs avec des murs de taille limitée, Miro, c'est absolument génial pour bosser. Et puis surtout, ça permet de bosser en multisite. Et ça, c'est quand même bien aussi pour construire des bibles. On n'est pas forcément tous au même endroit. Et en fait, dès qu'on retombe comme ça sur les tableaux, on a quand même une idée immédiate de là où on en est dans l'histoire. À la fois, effectivement, il y a toutes les timelines qui sont dessus, il y a tout le bins des post-it, on peut faire des hyperliens pour renvoyer vers des fiches plus précises. Et puis, effectivement, les moodboards, et quand on travaille notamment avec des artistes visuels, je trouve ça super riche, parce que finalement, même au niveau de l'écriture et du world building, ça peut arriver qu'il y ait une place complètement faite pour les concept artistes, au sens où parfois, on va avoir une idée d'un concept, ça va être 3 mots, et là, en face, on a un artiste qui s'en empare et qui nous dessine un château complètement gueudin avec des trucs qui flottent, et il dit « Ouais, c'est ça que ça m'inspirait vers... » Tu peux juste définir moodboard ? Ouais, moodboard, en gros, ça va être une planche sur laquelle on va réunir plusieurs images, plusieurs références visuelles. Et en fait, le fait d'accumuler ces différentes images côte à côte, ça va créer une nouvelle vision. Par exemple, si je vais chercher, je sais pas, une image du métro de Moscou, et que à côté je mets un palais de Final Fantasy et des images de velours.
ça va évoquer le fait qu'on mélange tout ça et ça va créer peut-être, je sais pas, un métro volant recouvert de velours. Voilà, pourquoi pas. Mais du coup, ça permet en fait vraiment de visuellement traduire des idées très rapidement, et c'est beaucoup utilisé pour les équipes créatives, notamment pour donner des directions artistiques, mais aussi sur les fiches de personnages. Quand on est sur un roman ou qu'on n'est pas soi-même un auteur visuel, finalement, d'aller chercher différentes caractéristiques. Alors souvent, on va chercher des photos d'acteurs, des photos de costumes qui nous plaisent, et en croisant tout ça, on crée une nouvelle vision, en fait. C'est le truc d'avant Midjourney, en fait. C'est le truc d'avant Midjourney maintenant. Oui, tu peux nourrir Midjourney avec des moodboards. C'est ça. Donc les intelligences artificielles qui créent des images. Et ce que les IA ne peuvent pas faire et que nous, on avait fait pour le coup sur ce Discord. Alors, je crois que j'ai mis la capture d'écran d'un peu plus près parce qu'elle est rigolote, mais je ne suis pas sûre. En gros, nous, on avait aussi parfois des débats grâce à Miro, en fait, parce qu'en fait, on se posait des questions un peu existentielles. Donc, en fait, c'est la barre verte et la barre noire, là, par exemple. En gros, nous, un débat qu'on avait eu au bout d'un moment, et vous allez me dire, c'est quand même pas un détail, mais ça a été un vrai débat, c'était est-ce qu'il faut que le personnage... donc, qui est derrière toute cette histoire, hein, finalement le gars de l'endroit qu'on visite, est-ce qu'il est mort ou pas? Parce que c'est quand même un gros sujet. Et en fait, franchement, on n'arrivait pas à trancher parce qu'il y avait des arguments pour et contre dans les deux sens. Et vraiment, on s'était fait un coin dédié intégralement à cette question où vraiment il y avait, s'il est vivant et s'il est mort. Et vraiment, c'était un peu toutes les pistes de scénario possibles avec vraiment les arguments du style, s'il est vivant, c'est cool, potentiellement on le rencontre. S'il est mort, ok, c'est peut-être un peu facile. En même temps, ça permet ça, voilà. Et donc, en fait, vraiment, on avait débattu par post-it. Des fois, à 1h du matin, je me réveillais, je me dis, mais s'il est mort quand même, c'est plus logique. Parce qu'il peut faire ci, ça et tout. Et donc, j'allais mettre mon petit post-it en disant quand même, Guillaume, voilà. Et il faisait pareil aussi. Et donc, en fait, ça nous permet d'avoir des débats un peu sur le temps long, où on se souvient aussi de ce processus d'itération, finalement, que parfois on peut perdre de vue en cours de route, mais qui pourtant est une étape vraiment intégrante, une partie intégrante, c'est ça, du processus créatif. On va vraiment devoir... Je peux juste finir sur un truc. Parce que du coup, en fait, ce que tu dis là, ça renvoie à un dernier outil qui est hyper important quand on travaille une Bible, en tout cas sur des médias un peu complexes, c'est l'intelligence collective. Et à quel point c'est riche finalement de laisser la parole et de laisser un espace d'expression à toutes les personnes qui vont bosser dans les équipes, aussi bien, ça peut être le créateur sonore, ça peut être le concept artiste, ça peut être de laisser un espace au scénariste pour dire non, là vous êtes vraiment en train de déconner. Enfin, finalement, faire aussi par moments sortir de l'écran, sortir de sa chambre et faire des ateliers où on discute hyper dynamiquement avec tous les créateurs impliqués et là faire de jolis comptes rendus. Ça fait partie aussi de la richesse créative. Et à gauche, vous avez... à droite, gauche, si c'est bon. Vous avez l'outil absolument essentiel de tout world builder qui est quand même le carnet pour prendre des notes n'importe quand, n'importe où. Par exemple, quand tu te réveilles au milieu de la nuit et que tu te dis là vraiment je peux pas, je vais écrire la note et demain je ferai le post-it Miro. Voilà. Est-ce que ton post-it tu as fait un numérique directement ou tu l'as noté et ensuite Je crois que je suis allée chercher mon ordi. Ah quand même. C'était très prégnant. Ça me travaillait cette histoire parce que vraiment on n'arrivait pas à trancher alors pourtant c'est un truc important. Enfin, bref, et alors finalement il est mort ou pas? Ouais. Catherine, une dernière Oui, c'est vrai qu'une bonne Bible, c'est ce qui va vous permettre de donner, quel que soit le type de création que vous faites, un véritable effet de réel. On va y croire parce que derrière, il y a voilà, l'univers a vraiment été formé dans un cerveau ou dans plusieurs cerveaux, parce qu'on est toujours plus intelligent et plus créatif à plusieurs. Et puis accessoirement, ça va vous éviter qu'à la page 10, votre personnage écarquille ses grands yeux bleus et qu'à la page 450, il vous regarde avec ses grands yeux verts. Voilà, ça va vous éviter d'être ridicule aussi. Merci. Pour conclure, avant de passer aux questions, est-ce que chacune d'entre vous pourrait nous redonner très 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 rapidement un peu les choses essentielles à avoir en tête lorsqu'on commence à world builder? Oula. On peut passer directement aux questions. À part si... Non, mais on a dit beaucoup de choses, mais finalement, cette notion de cohérence, cette notion d'intention, j'ai envie de revenir à ça. Et puis si, je m'étais dit que je voulais faire passer un message ce soir qui était finalement ce que je disais un peu au début, c'est que on essaye toujours de parler du monde réel, quelque part, ou de pourquoi le monde réel, on a envie de le fuir. On s'inspire aussi beaucoup du monde réel parce qu'on se documente. Et quelque part, j'ai envie de vous dire aussi, essayez de réfléchir à qu'est-ce que les mondes imaginaires que vous aimez vous disent sur le monde réel, parce que
C'est l'instant philosophique, mais je me disais que dans cette guerre de l'attention quand même qui existe dans le monde médiatique, et ben le monde réel est en train de perdre. Et c'est un peu triste parce qu'il est extrêmement inspirant. Et donc voilà, petit plaidoyer en faveur du monde réel aussi ce soir. Oui, et qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je le raconte? Pour qui je le raconte? Et avec qui je le raconte? Merci. Alors, si vous voulez le faire géographiquement, on vit dans une espèce de lasagne, quoi. Vraiment. Et chaque couche interagit avec les autres. Donc, en vrai, ça se ressemble beaucoup avec la création de jeux vidéo. En plus, tout le monde peut essayer à la maison d'en faire. Vraiment, n'hésitez pas. C'est super passionnant de se lancer là-dedans. Des lasagnes de cartes? Eh ben oui, mais complètement. Des lasagnes d'informations, des couches comme ça d'informations que tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Mais sans rire, sans rire. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant d'envisager le monde comme vraiment cet ensemble de couches qui interagissent les unes par rapport aux autres. Et de la même manière, un jeu vidéo, finalement, c'est aussi un ensemble de programmation, de game design, de level design, de narrative design, d'art, etc. Et en fait, c'est pareil. Quand on aborde toutes ces couches avec cet angle-là, je suis sûre qu'on peut faire des choses vraiment très passionnantes. Donc, je vous inviterai à être un peu géographe. Voilà. Merci. Et Catherine, le mot de la fin? Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Hein. C'est un truc qui m'a horrifiée aujourd'hui dans le métro, mais un peu tous les jours. Il y a des jeux FPS, First Player Shooter. Et actuellement, en Ukraine, il y a des jeunes gens qui ont une GoPro. Et quand on passe les vidéos, on a vraiment l'impression de jouer à, je sais pas, Bayonetta ou Duke Nukem ou Half-Life. Alors que c'est des vrais gens qui meurent. En plus, par là-dessus, il y a une petite musiquette très, très, très jeu vidéo. Et je me dis, c'est juste pas possible de regarder des gens se faire vraiment descendre en ayant l'impression d'être dans un jeu vidéo. Donc il y a comme ça une espèce de contagion, mais le monde réel résiste parce que c'est des vrais gens qui meurent. Et je suis en pleine réflexion là-dessus. Quand j'aurai fini de réfléchir, j'en ferai peut-être un écrit et peut-être que vous le lirez. Mais je trouve ça terrifiant. Merci beaucoup. Maintenant, faut enchaîner. Ouais, c'est ça, exactement. Je vais enchaîner là-dessus. Ce sera le moment des questions. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous auraient des questions pour... Super. Allô, ado. Oui. Bonsoir. Vite fait, vous aviez abordé l'histoire des moyens aussi. Et je ne sais pas s'il y a réellement une question ou plus une réflexion à lancer, mais est-ce que vous ne pensez pas que la limitation dans les moyens autant économiques que matériels peuvent aussi être une source créative importante? Et c'est là où, en tête, j'ai eu les jeux vidéo. C'est par exemple la surpuissance des AAA comparée aux jeux indés, qui, par exemple, ou même aux jeux des Game Jam, qui vont s'en sortir avec 3 bouts de ficelle, tout autant, et où les intentions vont être plus pures, nous toucher plus profondément au cœur que, par exemple, un AAA qui va être très bien construit, très bien réussi, etc., mais qui va avoir peut-être trop de moyens et donc du coup va trop diluer son intention dans de l'esbrouf ou de la capacité technique, ce genre de choses. Donc je voulais savoir un peu ce que vous en pensiez. Du coup, je veux bien rebondir, puisqu'on parle un peu de jeu initialement. Pour ce qui est de la question de est-ce que fondamentalement le AAA avec tous ses moyens, c'est toujours mieux ou moins bien qu'un jeu indépendant, j'éviterai un peu de me prononcer parce que c'est vrai qu'au final, c'est plutôt une question de goût perso. Et c'est vrai que je pense que dans chacune de ces expériences, on peut chercher des choses très différentes. Et moi, par exemple, je consomme les deux avec beaucoup de plaisir parce que j'aime autant me perdre dans des super grands univers comme par exemple celui-ci de Breath of the Wild qui est sans doute très, très coûteux à faire, même si je ne suis pas dans le budget. Et en même temps, je m'éclate aussi sur des jeux de jam que j'ai pu voir, là au rendez-vous de l'histoire. Donc c'est un espèce de rendez-vous avec plein d'historiens. Il se trouve qu'il y avait une game jam. J'étais dans le jury de cette game jam et c'était vraiment passionnant parce qu'il y avait des jeux super marrants et bien faits. Et donc voilà, typiquement, c'est des jeux faits en 48 heures par des fois comme ça, avec très peu de budget. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire dans les deux catégories. Après, alors oui, effectivement, moi je considère que la contrainte créativement, elle peut apporter quelque chose. Je la vois pas comme une obligation, mais ça peut être un challenge, un boost créatif intéressant. Et puis, alors, je voulais dire une dernière chose. Ah oui, je voulais aller encore plus loin que vous sur l'histoire de faire des choses avec peu de moyens et des choses amusantes quand même. Et là, c'est un appel un petit peu à tout le public. Si vous êtes curieuse pour faire des jeux vidéo, mais que vraiment ce qui vous retient, c'est que vous ne savez pas du tout faire, ce qui est en fait tout à fait légitime. Et en plus, les gens vous disent, si vous pouvez, mais en fait, vous ne savez pas comment faire, quoi. Donc c'est super dur. Nous, on a organisé avec des collègues une board game jam. Donc le principe, c'est on s'est vu pendant un week-end et on a fabriqué un jeu de plateau.
Voilà. Et donc en fait, on a fait il y avait 2 petites équipes et vraiment on a pris genre du papier, des feuilles A4, de la colle, des gommettes et puis roule. On a fait en fait un jeu comme ça qui en plus est plutôt rigolo. Alors on est arrivé à quelque chose, c'était assez cool. C'est quelque chose qui est possible de faire. Il est vraiment possible d'inventer des jeux comme ça de société, des jeux à faire entre vous, avec même que du papier ou même sans papier. C'est très, très amusant aussi. Et alors là, pour le coup, en mode zéro moyen, c'est idéal. Ça permet même de recycler des trucs. On en invente quand on est dans les embouteillages, on invente des jeux. Clairement, je pense que les parents aussi peut-être ont des ressources intéressantes à développer avec leurs enfants, parfois pour les occuper. Donc voilà, c'est un truc. Moi, je connais quelqu'un qui a fait aussi un super jeu qui consiste à remplir des formulaires administratifs. Donc en fait, on imprime des PDF en gros. Non mais alors, sans rire, c'est un jeu, vous pouvez le retrouver sur la page itch.io de Faye Exe, donc F-A-E. EXE. Ça se passe dans l'univers de Cthulhu et en fait on découvre le personnage qu'on incarne et toute son histoire à travers des formulaires à remplir et qu'en fait en remplissant en fait, des paragraphes, des demandes spécifiques, etc., on se rend compte de qui on est, ce qu'on fait dans cet univers et en fait c'est super bien fait et c'est littéralement des PDF. Donc vraiment je vous recommande fortement de regarder ce genre de truc, ça existe et c'est super, super fascinant. C'est intéressant parce que justement moi ça me fait penser aux jeux de cartes classiques où il y a un nombre incalculable de jeux qui ont dévié de juste 46 ou 52 cartes, je ne sais plus le nombre à chaque fois. Chaque région a son jeu, etc. Et moi, ça me fait penser aussi à autre chose. C'est un jeu qu'on avait avec Wikipédia, justement, où en fait, on se donnait un thème et en fait, on prenait une page au hasard et on devait remonter à ce thème grâce aux hyperliens. Généralement, parce que, voilà, point Godwin, on cherchait à... C'était une sorte de speedrun pour remonter le plus vite sur la page de Hitler. Et on partait par exemple de la page de... On partait par exemple de la page, je sais pas moi, de la mécanique quantique ou de comment fonctionne un four à micro-ondes. Et en fait, on devait chercher les liens en réfléchissant pour remonter le plus vite possible à la page qui nous intéressait, qu'on se donnait comme objectif. Donc c'est ça aussi qui est marrant aussi, la limitation par un truc déjà existant de créer quelque chose d'autre pour le gamifier. Mais moi, je suis persuadée qu'on peut créer des tas de choses bien avec des bouts de ficelle, mais il y a un moment où c'est quand même bien d'avoir un peu d'argent à investir, surtout dans le jeu vidéo, dans le cinéma, il y a des choses comme ça. Mais le problème, c'est que vous arrivez à un moment à une masse critique où vous avez en fait besoin de beaucoup d'argent donné par beaucoup de gens qui sont beaucoup riches. Et arrive le moment où il y a un abruti qui tue le game, qui tue le film. Et je crois qu'on a tous des exemples. Par exemple, ça peut être un très beau réseau social qui grossit, jusqu'au jour où il est racheté par un abruti qui casse le jeu, quoi. Donc il faut toujours trouver, je pense, une moyenne entre la masse critique où vraiment vous n'avez pas assez et la masse critique où vraiment vous allez forcément tomber sur un Weinstein qui va tout dégueulasser, quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question ? Bonsoir, merci pour votre présentation. Une question. Je reprends mes notes comme ça. Oui. Moi, ce qui me plaît beaucoup à titre personnel dans certaines œuvres, c'est la façon qu'elles ont de faire percevoir aux lecteurs, aux spectateurs, aux joueurs, plus que ce qui leur est montré. Et voilà, est-ce que vous avez un peu des tips, des conseils là-dessus pour produire ce genre d'effet? Il y a plein de possibilités. Ça me fait penser à la narration par environnement. Déjà, la narration contextuelle, tout ce que tu vas pouvoir faire passer par ton environnement, aussi bien purement dans le design que dans un travail d'affiche, dans un travail d'un son capté à un passage. Le choix de ton personnage d'entrée dans la scène aussi, est-ce qu'il en sait plus ou moins, comment on va révéler ce qu'il connaît de son environnement. Après, des choses qui sont peut-être plus de l'ordre de la cognition, dont on ne se rend pas forcément compte, un choix de colorimétrie sur une scène aussi, ça peut te mettre la puce à l'oreille sur des tas de choses. Donc en fait, je pense que par la mise en scène et le choix du regard porté sur ce qu'on est en train de raconter à un moment clé, c'est là que tu vas pouvoir justement distiller énormément d'éléments de ton background, du conflit, de ce qui tend ton histoire. Et le truc à éviter absolument, bien sûr, c'est les deux personnages qui se font face dans un café et qui se racontent le world building. Et ça se fait malheureusement beaucoup,
ou la magnifique voix off du début qui déballe sur des concept art à des milliers d'euros, tout world building parce que ça va plus vite en 5 minutes, ce que tu disais sur le premier chapitre, à jeter. Non, je ne vais citer aucune série sur Prime. Et ça, c'est une habitude, une mauvaise habitude qui a été reprise là très récemment. Alors après, de manière plus subtile, il y a aussi un travail sur les génériques qui se fait actuellement dans les séries qui peut être intéressant pour juste commencer à positionner des symboles, par exemple, qui vont se répondre et qui vont en fait constituer une forme de jeu d'indice aussi pour le lecteur ou le spectateur. Ça dépend de quel média on parle aussi. C'est vrai que dans la littérature, ça va être le style qui va affecter la perception qu'on a. Le choix du narrateur. Oui, voilà. Ouais. De la narration. Et pour repréciser ce qu'est la narration par l'environnement, parce qu'on n'a peut-être pas bien défini, mais c'est vraiment cette idée que le décor autour, la manière dont les personnages sont habillés, donc ça, c'est surtout quand c'est visuel, hein. Eh bien, il va y avoir des détails dans l'environnement, dans l'ambiance, dans le choix des vêtements, le choix des décors, les affiches qui sont placardées au mur, tous ces petits détails qui font vivre l'univers et qui ne sont pas effectivement ce qu'on montre. Enfin, c'est pas ce qui est en train d'être raconté, mais c'est le décor, c'est derrière. Mais ça donne plein d'informations et en fait, c'est vraiment une mine d'indices qui permet de faire passer plein de choses, quoi. Catherine, ou Eve? Non, vas-y. Oui, je pense qu'on peut aussi se débrouiller aussi pour travailler par référence. Hein. Là, justement, il y a une série sur Prime, ou à moins que ce soit Netflix, qui s'appelle Au coude. Et il raconte tout le world building en moins de 10 secondes, tout simplement parce que c'est des fantômes très méchants. C'est une forme d'invasion zombie, avec des fantômes à la place des zombies. Et on comprend très vite pourquoi, parce qu'on a tous entendu parler de la nuit des morts vivants, et on a tous une vague idée de ce qu'est un poltergeist. Et donc c'est très facile quand on est juché sur les épaules de géants, ça comme type pour économiser bien des tracas de construction d'un monde, c'est d'utiliser le monde des autres. Ça, c'est vrai que les références, que ce soit à d'autres œuvres, mais aussi la mythologie, enfin toute la culture dans laquelle on baigne, ça enrichit et ça vient mettre des connotations en fait. C'est un jeu d'encodage. Vraiment en 2 mots, mais finalement ça rejoint un peu ce que tu dis. Dans le jeu vidéo, je dirais qu'il y a plusieurs approches qui en gros peuvent se ranger dans 2 catégories, où c'est l'approche, on va dire, très suggérée, donc ça va être par exemple par l'environnement, la narration environnementale, ce qu'on appelle nous aussi. On va suggérer quelque chose, et puis après il y a l'approche très premier degré qui est en fait on va vous faire lire du texte, de trucs que se disent les gens mais qui sont pas au cœur de l'intrigue. Donc moi je pense que les 2 approches ont toutes des qualités et des défauts, et ça dépend vraiment du jeu dans lequel c'est. Moi j'adore dans Dark Souls par exemple, je me balade sur des poutres à un moment donné, et en fait si je tombe, je meurs, et puis en fait il y a un moment où j'arrive en bas de la bibliothèque où il y a des poutres, et en fait il y a le cadavre de mon pote, et si je ramasse son armure, en fait je réalise qu'en fait il devait pas être très souple, et donc ça me dit de lui qu'il est forcément mort en tombant des mêmes poutres sur lesquelles moi je suis peut-être morte en tant que joueuse, mais bon, moi je suis revenue parce que je suis joueuse, etc. Moi c'est des trucs qui me plaisent. Après si on prend un jeu comme Amnesia, c'est marrant aussi parce que c'est un jeu d'horreur. Alors là c'est très simple, vous êtes dans un château à la Dracula, et en fait un truc vous poursuit et vous attrape et vous mourrez. Voilà. Donc c'est vraiment le jeu d'horreur pur et dur où en fait on fuit une espèce de bête qui fait peur. Et en même temps, si vous vous baladez, il se trouve qu'il y a des courriers laissés par-ci par-là, en fait du journal intime du personnage, mais ça doit faire un truc en 90 pages Word, je pense, qui en fait, c'est tout le récit finalement du château, de pourquoi on est là, etc. Alors c'est pas du tout nécessaire pour comprendre l'histoire et s'amuser en jouant à ce jeu, mais typiquement pour les personnes qui apprécient plonger dans ce genre d'univers étendu, c'est une approche qui marche aussi. Donc voilà. Après il y a plein d'entre-deux, bien sûr. Je pensais aussi à la mécanique des setup payoff, pour le coup, qui sont ces indices semés à un moment dans l'histoire qui vont ensuite trouver une résolution plus tard. Alors, soit c'est des setup payoff qui relèvent de l'intrigue, par exemple. Enfin, c'est ce qu'on va appeler le fusil de Tchekhov, concrètement. Si vous montrez un fusil au-dessus d'une cheminée dans la première scène de votre film, en scène 3, il y a un personnage qui va s'emparer du fusil et qui va tirer sur quelqu'un avec. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment une mécanique d'intrigue. Mais finalement, ces setups, ils peuvent être de plein d'ordres différents, et ils peuvent aussi raconter des lignes secondaires sur des personnages. Ça peut être un indice sur une profession, sur une croyance, sur une direction que va prendre le monde.
Et finalement, ça garde aussi beaucoup le spectateur en attention. Alors, il va y avoir différents degrés. Il y a les spectateurs très avertis ou les lecteurs très avertis qui vont repérer absolument tous les indices et être capables de fabriquer des toiles hyper complexes de tout ce qu'on aura finalement semé comme le petit pousset d'éléments de notre world building dans l'histoire. Et puis, il y a l'essentiel, ce que tout le monde doit avoir compris à la lecture ou au visionnage de l'histoire, qui du coup sont les indices un peu plus gros, un peu plus évidents. Et en fait, je pense qu'un bon narrateur, c'est un bon petit pousset, quoi. Il est capable de vous amener là où est la sortie de la forêt, et en même temps, s'il a bien géré, vous avez fait le tour de tous les bois, vous avez ramassé toutes les myrtilles, vu tous les oiseaux, et le voyage aura été vraiment passionnant. Merci. On va peut-être faire une toute dernière... Non, pas de dernière question. Bon, bah, merci beaucoup. On se retrouve dehors. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là et à très vite.